Let's go. Donc, l'enregistrement est lancé. C'est parti. Donc, un nouvel épisode de l'interview des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Broussal. Donc, Aurélien, bienvenue parmi nous. Bienvenue ici. Merci à toi de m'accorder ton temps. Salut Antoine, écoute, c'est avec grand plaisir. Yes, yes, yes. Donc, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui est du même domaine, du même milieu que moi. Donc, je vais laisser un peu de suspense. Je vais te laisser te présenter. Si tu peux dire un peu qui tu es, ce que tu fais et pourquoi pas parler un peu de ton parcours, s'il te plaît. Dag, je vais essayer de faire rapidement. Alors, du coup, comme le thème c'est l'entrepreneuriat, je vais plutôt axer sur cette facette de ma personnalité-là. Ouais. Donc moi, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport, ça c'est mon métier. Je suis directeur technique adjoint à la Fédération d'haltérophilie musculation. Donc, je dirige toutes les formations sur le territoire pour les sports de poids et haltères. Et à côté de ça, j'ai une activité d'investisseur et d'entrepreneur assez intense, puisque j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle Fort Trainer Édition. Ouais. Mais j'ai aussi des centres sportifs. Donc, depuis quelques années, j'exploitais la franchise Cercle Tissier dans les sports de combat plutôt. Du coup, c'était vraiment des dojos. Et depuis quelques mois, là, j'ai commencé à réorienter une partie de mes activités. Alors, heureusement pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis sorti de l'activité arts martiaux juste avant le Covid. Et il me restait un centre à Charenton qu'on va convertir en centre de sport santé et de coaching, qui s'appellera, qui est en train de s'appeler Fit Health Station. On démarre en septembre, donc avec un vrai concept axé sur le sport de haut niveau, parce que ça reste mon ADN et on est à côté de Vincennes, de l'INSEP. Donc du coup, j'aurai mon groupe de sportifs à ce moment-là. On va avoir un axe très fort sur le sport santé. Okay. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans la discussion. Je pense que c'est un des vrais leviers de business dans notre industrie pour les prochaines années. Je vais même aller plus loin. Je pense que le sport santé va manger le sport loisir. Peut-être même qu'avec le Covid, ça va passer devant le sport compétitif en termes d'éco. Et sur l'accompagnement personnalisé, le personal training, ce que je crois en post-Covid être déjà je pensais que c'était une grosse partie de l'avenir de notre industrie. Là, avec le Covid, ça paraît juste évident. Ouais, ça a fortement tendance à se développer. Les gens recherchent beaucoup de la qualité, avoir un entraînement de qualité, surtout la compréhension de ce qu'on fait. Et c'est nous, en tant que coach, en tant que préparateur, qui avons le devoir, on va dire, de partager nos connaissances afin que l'entraînement soit de qualité et surtout rejoindre ce côté santé qui, pour moi également, est très important dans ce que je fais. Au-delà de l'aspect transformation physique, c'est vraiment l'aspect santé qui prédomine. Et ouais, donc tu as un parcours très riche déjà. C'est ce qui m'inspire chez toi. D'ailleurs, donc tu travailles beaucoup avec les athlètes de haut niveau ou tu travailles également avec des personnes, on va dire, lambda? Ouais, je travaille. Non, je travaille pas avec des gens lambda. De temps en temps, j'ai un projet avec un comédien pour un film en particulier, mais à dominante physique, quoi qu'il arrive. Donc, je reste dans cette dimension vraiment préparation physique en vue d'une performance. Donc, effectivement, sur le terrain, moi, je suis que confronté à des sportifs d'élite. Ok. Néanmoins, je parle à tout le monde. C'est-à-dire que c'est vrai que j'étais peut-être un peu vite tout à l'heure. J'ai aussi un gros travail de vulgarisation au travers différents supports. On va dire 3 principalement. Le premier, c'est un support de podcast qui est vraiment destiné aux kinés, aux prep physiques, aux profs de PS et aux entraîneurs, où là on va vulgariser tout un tas de choses sur les sciences du sport en général et sur la préparation physique et la récupération en particulier, et la réathlétisation. L'autre support, sont des articles dans les magazines divers et variés, en français ou en anglais, et sur mon blog. J'ai un site web à mon nom avec plus de 200 articles gratuits. Et puis les livres, évidemment, puisque j'ai écrit 9 livres sur la dernière décennie, donc j'étais assez productif. C'est ça, c'est pas mal. Et comme tu le dis,
je crois beaucoup dans notre rôle d'éducateur et de professeur. Et donc, c'est une mission qui nous incombe que de partager au maximum les savoirs et les compétences pour que les gens puissent être encadrés en toute sécurité. Parce que plus ça va, plus les formations elles sont initiales, hein, de coach sportif, même dans le paramédical, elles sont de plus en plus courtes, elles sont de plus en plus succinctes, il y a de plus en plus de gens qui interviennent. Ouais. Et donc, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont moins bons. Et du coup, si on ne donne pas une formation initiale très très solide pour niveler le groupe de coachs national, on se retrouve très vite avec des disparités énormes. Et donc, il faut compenser ça. Donc, c'est vraiment une de nos missions. Je pense que ce que tu fais va dans ce sens-là aussi, parce que le métier de coach, c'est pas uniquement entretenir les gens ou les entraîner, c'est aussi à un moment donné gérer une entreprise, intervenir dans une entreprise, être force de proposition et d'innovation dans un monde extrêmement compétitif, extrêmement concurrentiel et extrêmement innovant. Hein. On peut penser aux grands groupes de fitness là, qui sont en train de se réinventer. On va voir comment ils s'adaptent au monde post-Covid. Mais quand on voit un groupe comme Neoness qui a presque façonné la pratique sportive low cost, hein, ils en ont défini les codes, ils ont changé le mode de consommation des gens, ils sont adaptés au mode de vie des gens, et qu'aujourd'hui ils soient capables de rebondir avec du coaching à distance, du coaching virtuel, des classes de fitness à distance de masse. Je trouve ça hyper intéressant, c'est passionnant. Alors, je ne rentre pas dans le débat de savoir si c'est ce qu'on attend nous du sport ou pas en tant que pratiquant, c'est autre chose, mais en termes de business, je trouve ça hyper intéressant. C'est clair, ça donne accès à une grande partie de personnes. Ça leur donne accès à du coaching, déjà, à du coaching de masse, certes, mais c'est déjà ça pour moi, pour avoir des bases. C'est toujours mieux que de s'entraîner tout seul. Déjà, pour prévenir du risque de blessure, ça peut être très important d'avoir les bonnes consignes en termes de placement, de posture. Parce que c'est vrai que moi, dans les salles de sport, j'ai beaucoup vu des personnes qui faisaient un peu n'importe quoi. Et on va droit aux blessures, quoi, que ce soit pour les genoux, pour le dos, pour toutes les articulations. Et ouais, c'est vrai que l'outil en ligne, enfin le coaching en ligne, c'est un bon outil pour moi, pour aider un maximum de personnes. Déjà, c'est le retour du coaching. C'est-à-dire que dans notre industrie, il faut se rappeler qu'il y a eu une évolution en plusieurs étapes, avec des sous-étapes évidemment, mais globalement, il y a eu une première phase où on a démocratisé la remise en forme et la culture physique en ouvrant des espaces plus grands, qui accueillaient beaucoup de monde, avec beaucoup de gens qui s'abonnaient sans venir. Et dans une époque où l'industrie de la machine de musculation se développait vers du guidé tous azimuts et particulièrement confortable au niveau anatomique, particulièrement bien pensé. Donc avec des entrepreneurs qui se sont dit, finalement, est-ce que, vu que ce qui me coûte cher, ce ne sont pas les machines, c'est même pas l'immobilier, ce qui me coûte cher, c'est les ressources humaines, est-ce qu'on ne va pas inventer un concept low cost où il n'y aurait plus d'entraîneurs, il n'y aurait plus de coach, et c'est ça qui va me permettre du coup de multiplier les pains et de me retrouver avec un volume de pratiquants hors du commun. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des centres qui ont 3, 4, 5, 10 000 parfois abonnés, dont seulement quelques milliers viennent évidemment, hein, mais tout ça grâce à des machines guidées où il n'y a plus besoin de coach. Bon, sauf que ça a ses limites, ça a des limites de plus en plus financières parce que l'immobilier a rattrapé les ressources humaines et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui investissent davantage dans des espaces immobiliers que dans du matériel de musculation. Ouais. Que les espaces se font de plus en plus difficiles à trouver, qu'on se trouve en concurrence en allant sur du 2000 m² minimum, on se retrouve en concurrence avec des gens beaucoup plus costauds que nous, hein, l'agroalimentaire, la grande distribution,
n'ont pas du tout les mêmes moyens et les mêmes fréquentations et les mêmes marges. On se retrouve avec des problématiques de santé publique, avec des gens qui se blessent, avec des gens qui arrêtent parce qu'ils se blessent, des gens qui arrêtent parce qu'ils ne sont pas suivis et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire dans cet espace. Donc déjà avant le Covid, avant qu'il y ait un problème de pandémie, tous ces entrepreneurs s'étaient posé ces questions-là et se disaient, attends, est-ce qu'il ne me manque pas finalement quelque chose là-dedans pour garder mes clients? Et ce qui manquait, c'était évidemment un coach. C'est là où il y a le retour du coaching en masse. Et du coup, on a effectivement ce retour du coaching. De toute façon, c'est très très simple dans l'industrie du fitness. Si tu veux savoir ce qui se passe demain chez nous, tu regardes ce qui se passe aujourd'hui à New York, à Berlin ou à Londres. Et tu sais que dans les 5 à 10 ans, ça arrive à la maison. Et voilà, aux États-Unis, avant le Covid, maintenant les cartes ont été redistribuées de manière spectaculaire, mais avant le Covid, aux États-Unis, la grosse tendance, c'était ce qu'on appelle le boutique gym. Donc, boutique gym où tu viens consommer du fitness au cours, comme tu consommes un cours de squash, et tu viens pratiquer des disciplines qui ont été inventées de toutes pièces ou déclinées de disciplines que l'on connaît. On peut passer à des cours de boxing sur des sacs collectifs. On peut penser à une espèce de crossfit aseptisé sans haltéro qui est du coup un petit peu plus simple à encadrer avec des grands groupes. Et du coup, voilà, on se retrouve avec Barry's Bootcamp ou Épisode à Paris, par exemple, qui sont voilà, des vrais étendards de ces modes de pensée, et où le fitness, boum, d'un seul coup, se réinvente, évolue vers quelque chose de plus premium, où par contre on vient partager des choses, on vient vivre une expérience collective avec un coach. Et ça, encore une fois, c'est rechallengé par une pandémie mondiale, par une peur de l'autre, par un besoin de limiter la promiscuité, par un besoin croissant d'expertise et de résultats, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la promesse n'était plus tenue dans le low cost. La promesse de se remettre en forme, la promesse d'avoir des résultats n'était plus tenue. À force de payer rien, on n'a rien. C'est ça. Et donc, les gens sont plus aujourd'hui dans une démarche d'acculturation par rapport au sport. Ils ont envie de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, pourquoi ça marche, d'être avec des coachs qui sont plus érudits, qui sont moins bourrins, et qui les prennent en compte, qui les écoutent. Et le tout avec une cloche digitale qui vient, boum, refermer tout ça et quelque part offrir des nouvelles perspectives. On va en parler, là on a tourné deux webinaires hyper intéressants avec Mathias Legris. Mathias Legris qui est le coach du Pullman à Paris. D'accord. Et qui a basculé sur du coaching mixte entre du digital et du présentiel. Et on se rend compte de deux choses. La première, c'est que d'un seul coup, on se retrouve avec des gens qui faisaient peut-être qu'une seule séance par semaine, non pas par problématique financière, mais par problématique de temps, qui quelque part est liée, vont pouvoir faire 2 ou 3 séances si on en a une digitale et puis 1 ou 2 en présentiel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la continuité. C'est-à-dire que là où il y avait des coupures aux vacances d'hiver, des coupures aux vacances d'été, et on perdait des clients, et bien là, on va pouvoir continuer à les coacher sur un nouveau produit à distance. Et puis enfin, il y a le problème financier. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut facturer un petit peu moins cher du digital, ou sous forme de peut-être webinaire, de small group, différemment. Ouais. Et du coup, proposer plus de séances à des gens qui consommaient un petit peu moins. Je vais même plus loin, le digital permet de créer des produits. Par exemple, moi, ce que j'ai vendu beaucoup pendant le confinement, ce sont des petits webinaires sous forme de jeux, sous forme de discussions sur des thématiques de vie liées au coaching, mais pas liées à combien je mets sur ma barre. Non, liées à comment j'optimise ma récupération. On est en période de canicule. Quels sont les conseils de vie que je vais donner à mes clients pour qu'ils arrivent à rester en forme malgré ce stress thermique? Et du coup, on va pouvoir créer des petits produits comme ça. Le dernier produit qu'on crée, c'est ce que Microsoft a fait avec sa suite logicielle. C'est dire, vous venez dans un univers à 360 degrés.
Vous arrivez là par le PowerPoint et puis vous rebondissez sur le traitement de texte. Et puis enfin, vous communiquez ça avec un PowerPoint alors même que vous avez fait vos calculs sous un Excel et tout est imbriqué. Ben, c'est pareil le coaching. C'est-à-dire que jusque-là, on n'avait qu'un logiciel. On avait le logiciel de la séance. Et on facturait la séance et on encadrait la séance. S'il arrive en forme, c'est tant mieux. S'il arrive au bout de sa life, c'est tant pis. Mais nous, on est payé pour 1 heure. Ce qu'on développe comme concept, là, avec notamment Mathias dans ce podcast, c'est le coaching 360. Et c'est ce sur quoi je travaille avec des plateformes digitales, notamment comme XFIT, en disant, voilà, maintenant, le coaching, on va avoir d'autres produits. On va avoir un suivi de vie, un monitoring du big data qui va, grâce à des logiciels, nous permettre de sortir très vite des conclusions sur la fatigue des gens qu'on entraîne, sur le niveau de stress global qui transpire bien au-delà d'une séance de sport. Imaginez une séance de sport, tu consommes, tu le sais très bien puisque c'est ton industrie, tu consommes 460 kilocalories pour une sortie en footing, c'est à peine ton entrée ou ton dessert dans ta bouffe. Donc, comparé aux 3000 kilocalories que tu vas consommer sur la journée dans son entièreté, évidemment, le sport est minime. Mais si d'un seul coup, le stress global explose lié au Covid, lié à un stress thermique et lié au boulot, eh ben, le coach, il a quel rôle là-dedans? Il doit continuer à coacher, il doit continuer à accompagner, il doit donner les conseils qui vont au-delà de la séance. Et ça passe par du digital, ça passe par des Apple Watch, par des Fitbit, par tout un tas de dispositifs qui vont enregistrer tout un tas de choses sur nous et qui vont nous permettre derrière de prendre des bonnes décisions en dehors de ces quelques moments très rares et très éphémères où on est exposé avec notre client. C'est ça. Et le stress qui est énormément développé quand on va au contact des gens, quand on discute avec les gens, on se rend compte que beaucoup de personnes sont stressées, ne sont pas forcément bien dans leur tête, dans leur peau. Et c'est entre autres les raisons pour lesquelles je me suis associé récemment à un coach en transformation personnelle, de manière à pouvoir, comme tu le disais, prendre la personne de manière globale, si tu veux faire un accompagnement global au-delà de seulement l'activité physique et vraiment voir ce qui se passe dans sa vie en général, quoi, du matin au soir, et essayer de faire en sorte que la personne se sente mieux, se sente bien. Les gens ont été un peu déçus de notre industrie sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que leur constat était ouais, je m'inscris dans une salle et puis j'y vais 2 fois et j'arrête parce que je ne sais pas quoi y faire et puis je me retrouve à payer pour rien. Et donc ils ont été déçus. Aujourd'hui, ils ont envie de nous refaire confiance et de nous redonner l'occasion de tenir nos promesses. Et donc il faut qu'on soit à la hauteur. Il faut que notre industrie soit à la hauteur des attentes des clients et qu'on arrive à vraiment faire progresser les gens. Et pour ça, il faut de l'équipement, il faut investir. Voilà, chaque coach est un entrepreneur en puissance, hein, peut-être auto-entrepreneur, peut-être chef d'entreprise de moyenne ou grande entreprise même. Dans tous les cas, il doit s'appuyer sur des méthodes et sur des technologies qui fonctionnent. Donc, il faut arrêter de vendre la messe. Moi, j'utilise des choses qui sont aujourd'hui extrêmement efficaces et qui vont permettre quand même de maintenir un coaching de terrain efficace et pas tomber encore une fois dans une fausse promesse. Le piège du digital, ce serait de refaire le low-cost des années 90 en disant je vais refaire de la masse et de la masse et de la masse et de la masse. Et puis tant pis si ça ne marche pas parce que la masse me fera gagner beaucoup d'argent. Non, là, il faut quand même aller vers, je pense, du mixte, vers une économie mixte. Pour moi, l'avenir, c'est le studio coaching en petit comité avec de la promiscuité, de la proximité et à côté de ça, du coaching 360. Pour moi, c'est ça l'avenir. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter à investir, que ce soit dans du coaching, dans du matériel, comme tu le disais, avoir un peu de matériel, le strict minimum, des nouvelles technologies. On peut commencer avec un budget assez faible d'ailleurs. Ne serait-ce oui, et puis il faut toujours savoir ce qu'on veut faire dans la vie. C'est-à-dire que si demain tu lances une entreprise très très simple, tu es auto-entrepreneur et tu deviens taxi ou conducteur de Uber, ben, tu achètes une bagnole. Tu vois, et pourtant, tu n'as pas d'argent, donc tu vas faire un crédit, et puis tu vas investir sur ton entreprise. Et puis si tu n'as pas de clients, tu es comme un con. Mais tu vois, on est clairement des investisseurs. Pourquoi
dans l'industrie du fitness, il a fallu attendre qu'on ait des gens de l'extérieur, des businessmen de l'extérieur qui se disent, attendez, nous, on va mettre 500 000 euros sur la table, on va emprunter 1 million et on va faire une vraie salle. Et après, on va gagner de l'argent. Nous, on a toujours bricolé, et aujourd'hui, ça transpire encore au niveau de l'échelle de l'auto-entreprise, où quand je dis à des jeunes coachs qui se lancent sur le marché, vous allez acheter un accéléromètre à 300 balles, et puis une ceinture Slim Sonic à 2500 euros, et puis peut-être une range de kettlebell et 2-3 machines, 2-3 ergomètres, bon voilà, vous allez investir 15 000 balles globalement. Les mecs, ils sautent au plafond. Là, ça pique, là. Ils explosent comme des bouteilles de champagne. Et tu dis, mais si demain vous vouliez être taxi, combien ça coûte une voiture? Acheter une 508, ça ne coûte pas 15 000 balles. Vous, demain, vous voulez être kiné, combien ça coûte un CELU-M6? Combien ça coûte des électrostimulateurs? Combien ça coûte des machines pour gérer les adhérences? Enfin, vous allez investir de l'argent dans votre entreprise. C'est ça. Et ça va créer de la différence avec la concurrence. Et plus la concurrence est désorganisée et travaille avec un ballon et 2 élastiques, et plus vous allez les exploser. Alors effectivement, là, moi, pour mon centre, je vais acheter 6 machines e-gym à 80 000 euros. Bon, en tout, il y en a pour 80 000 balles. Et voilà, c'est un business plan à 5 ans. Voilà, on prend des risques, on investit pour qu'il y ait de la qualité et pour qu'on ait un retour à un moment donné. De la même manière, sur le sport santé, je travaille sur un projet avec une start-up qui s'appelle Gouv. Ça m'ovalise entre Go et Move. Et Gouv, voilà, c'est l'incarnation digitale des maisons sport santé du candidat Macron. Bon. Donc la promesse d'avoir 500 maisons sport santé est matérialisée par différents challengers, dont Gouv fait partie, et ils ont proposé un truc révolutionnaire digital qui va du parcours client du début, enregistrer le client au paiement à la fin, on va encaisser le client sur la même plateforme, aux couleurs de l'entreprise, avec entre les deux un programme de testing et un programme d'entraînement et de correction orienté sport santé, donc pour les hypertendus, pour les obèses, pour les diabétiques, sport santé, donc prescrit par un réseau de médecins dans le cadre des mutuelles. Donc en plus, c'est remboursé par les mutuelles. Bon, ça vaut rien. Ça vaut, je connais pas les prix, ça vaut peut-être 150 euros par mois pour avoir cette plateforme pour 200 adhérents. Enfin, c'est ridicule. Peut-être c'est 200, allez, même si c'est 300 euros par mois. Enfin, on parle de quelques milliers d'euros par an pour avoir une méthodologie clé en main, pour rentrer dans un dispositif où on est commercialement mis en avant et où on nous envoie des clients, pour avoir un vrai programme d'évaluation, de screening du mouvement, de correction pour différentes pathologies, avec un traitement de la data au niveau central qui nous permet derrière de publier de l'efficacité et de respecter notre promesse initiale de faire progresser les gens et de changer leur santé. Je me dis, putain, si ça, c'est trop cher pour vous, les gars, je ne sais pas quoi dire. Investissez, vous êtes des entrepreneurs. Un entrepreneur, ça investit. C'est ça. Donc, investir, que ce soit dans du matériel, mais également dans la formation. Se faire coacher, se faire accompagner, aller chercher des nouvelles connaissances ou même réactualiser des anciennes connaissances qu'on a pu oublier, par exemple. Tu parlais tout à l'heure des formations de base de coach. J'ai été formé pour ma part en 2013 sur les bases, on va dire, les bases de. Il y a 200 ans, t'imagines? Comment? C'était il y a 200 ans. Ouais, c'est ça. Et il faut continuer à se former, en fait. Je me forme continuellement, je gagne tant, je réinvestis tant, et c'est dans mon plan, en fait, de continuer encore et encore et encore. À mon échelle, bien sûr, puisque on a chacun notre porte-monnaie, mais il ne faut pas hésiter, en fonction de nos moyens, à y aller, quoi. Que ce soit dans du matériel. Oui, non, et puis en plus, on est dans une industrie où la formation est quand même accessible, elle n'est pas forcément hors de prix. On a des formations très chères. Alors, ce qui est très cher pour nous, ça va faire rigoler peut-être certains de vos auditeurs, là, voilà, les formations les plus chères, c'est 3 000 balles aux États-Unis. Hein, voilà. Donc, bon, c'est pas non plus ça, ça fait pas sourciller, les OPCO pour si peu. Hein. Derrière, moi personnellement,
je vends mes webinaires de 4 heures de vidéo avec du contenu téléchargeable en plus, de l'accès illimité à la vidéo, je les vends 20 balles. Ouais, qui sont de très bonne qualité d'ailleurs. Donc, je te remercie. Mais je ne suis pas le seul. Je veux dire, il y a des bouquins d'enfer qui sortent sans arrêt pour 20 euros qui condensent tout, ou 30 euros qui condensent tout ce qu'il faut savoir à l'instant T sur une thématique. Il y a des formations en ligne vachement bien partout. Il y a des organismes de formation et des fédérations qui proposent des formations pour que dalle. La Fédé d'Altéro, pour 300 balles, on suit un BF1. On suit un brevet fédéral pour se former au coaching hyper pro de l'haltérophilie. Donc, en vérité, ce qui coûte le plus cher dans cette histoire, c'est de prendre du temps. C'est ça le plus cher, et c'est là que je peux encore entendre les indépendants qui ne mangent que ce qu'ils chassent, qu'à un moment donné, si tu arrêtes de chasser, tu manges. Donc, il faut le prévoir, il faut le budgéter, il faut se projeter, se dire, voilà, j'ai 5 jours par an qui sont fléchés sur ma mise à jour de connaissances. Il me semble que ce n'est pas déraisonnable. Ça peut être 3 week-ends, ça peut être une bonne semaine pleine, mais c'est des moments c'est des moments pour soi aussi. C'est des moments, mais moi je me forme. Hein. Je me forme. Je suis des formations en Angleterre, aux États-Unis. J'essaye une fois par an, au moins une fois par an, de faire une formation complète. Voilà, cette année, j'ai fait Kilo Strength. Voilà, j'ai pas fini encore. Là, je le fais en digital, c'est très bien. Ça permet de rester dans le rythme, de rester dans la vibe des dernières formations. Donc, on va continuer cette interview, Aurélien, puisqu'on parle beaucoup de coaching. Quelles sont pour toi les qualités pour être un bon coach ou un bon préparateur physique? C'est un peu ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire être capable de créer de la différence. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on amène quelqu'un à faire une performance, qu'elle soit compétitive ou personnelle dans la vie, voilà, être un meilleur humain optimisé. On crée, on compense des décalages entre un niveau A et un niveau B. Ouais. Donc on cherche à optimiser tout un tas de paramètres qui vont nous permettre d'optimiser à la fin l'être humain. Et pour ça, il faut être innovant, il faut être à l'écoute. Ouais. Pour être à l'écoute, parfois il faut être outillé pour être à l'écoute correctement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout avec l'œil du maquignon, il faut arrêter ces conneries. À un moment donné, il faut mesurer, à un moment donné, il faut de la data, à un moment donné, il faut de l'objectif, il faut tester. Il faut tester, retester, ajuster en conséquence. Il faut être capable de se remettre en question, parce qu'on a beau avoir la meilleure méthode du monde, peut-être qu'il y a des non-répondeurs à cette meilleure méthode du monde. Et si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça veut dire qu'il faut corriger le programme le plus vite possible. Et donc un bon coach, c'est un coach qui est capable de se remettre en question et de dire, là, mon programme, il est nul. Je le change, poubelle. Voilà. Ça, c'est un bon coach. Puis un bon coach, enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est là que c'est très spécifique, c'est qu'on va amener les gens à sortir de leur zone de confort ou à étendre leur zone de confort selon ce que l'on fait comme entraînement. Et on est porteur du feu sacré. Et là, on sort des sciences du sport, on sort du marketing, on sort de la physiologie, on sort de la psychologie, on rentre purement presque dans l'ésotérique. C'est un acte de foi, la performance. Donc à un moment donné, il faut être capable d'emmener les gens avec nous là où ils pensaient jamais aller. Et ça, c'est un peu de la magie. Ça, c'est le côté, voilà. Il faut arriver avec cette énergie, avec ce feu sacré. Et quand je vois des coachs assis sur leur smartphone pendant que quelqu'un fait une série de traction, ou même à l'INSEP, des coachs en jeans et chaussures, ça fait mal au cœur. J'ai envie de leur jeter des kettlebells. Ouais, et le plus gros. C'est ça. Le plus gros des kettlebells. C'est vrai que je l'ai beaucoup vu aussi et c'est embêtant. C'est embêtant de voir ça pour notre métier, pour l'image qu'on dégage en fait aux clients, aux personnes qui viennent côtoyer les salles de sport, de voir ça, c'est triste. C'est triste puisque déjà d'une, si on est vraiment passionné pour moi par ce qu'on fait, on est voué, on est dédié à notre client, à la personne qu'on coach, et on est concentré dans notre travail. On ne peut pas se permettre d'aller scroller sur notre téléphone alors que quelqu'un est là
et vient pour nous, en l'occurrence, cette personne vient passer du temps avec nous, mais nous, on passe également notre temps avec elle. Et on devrait même pas voir ça, j'ai envie de dire. On devrait tous être concentrés quoi, sur ce qu'on fait. C'est ça. C'est ça. Et alors même que si tu viens avec la concentration et l'animation, on est dans l'animation de séance, faire vivre le message, bah finalement, les gens, on les fait bouger, qu'on leur fasse faire du squat ou du saut de mouton, à la fin, ils vont progresser s'il y a cette énergie sacrée. C'est ça qu'il ne faut pas compromettre. Le reste, on peut l'apprendre, on peut l'ajuster, on peut le faire évoluer. Mais ça, pour moi, c'est la vraie différence entre un bon coach et un mauvais coach. Ouais. Ouais. Et on le voit assez facilement, quoi. Il suffit d'observer quelques coachs et on voit la différence assez rapidement entre un bon et un mauvais coach. Mais après, c'est comme dans tous les métiers, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des bons, des moins bons, et on essaie juste de pallier à tout ça, quoi, avec le temps. De tirer tout le monde vers le haut, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ok Aurélien, très bien. Donc on parlait de coaching, on va parler un peu de toi maintenant. Quelle activité physique tu pratiques, toi, en tant qu'Aurélien, et comment cela impacte ton énergie au quotidien? Comment cela impacte ton business? Qu'est-ce que tu fais sur tes temps libres? Alors moi, tu sais, j'ai une maxime qui polarise un peu les gens qui m'écoutent des fois, c'est que pour moi, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Et donc, bon, évidemment, tout un tas de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils me prennent souvent l'exemple d'entraîneur américain, je ne sais pas quoi, là, qui ne savait pas nager et qui a entraîné je ne sais pas quel champion olympique. Bullshit. Je l'aurais entraîné, le champion olympique, qui aurait gagné tout pareil. Hein. À un moment donné, le meilleur coach, c'est celui qui a les meilleurs athlètes. Ouais. Et si tu n'as pas un mec qui peut être champion olympique, de toute façon, il ne se passera pas grand-chose. Donc nous, il faut revenir à la modestie. On est capable de faire peut-être gratter quelques pourcentages de performance à la fin. On participe vaguement à ça, mais c'est bien l'athlète qui nous emmène avec lui et pas l'inverse. Donc du coup, évidemment, je suis très sportif pour dire ça. Et pour moi, ça transcende. Évidemment, on est dans l'artisanat, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein, voilà, à un moment donné, tu peux théoriser le squat autant que tu veux. Si t'as pas mis ta barre et à un moment donné, t'es pas resté le cul par terre, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est tout. Voilà. Donc du coup, pour moi, le premier point, c'est ça, c'est aller au bout de l'expérience pour que quand je fais un cours en classe de master en fac, j'ai pas un mec qui me lève la main quand je suis en train de parler des tempos et qui me dit c'est quoi le tempo en force max. Mec, tu remontes ta barre comme tu peux, déjà c'est bien, tu vois. Si tu en avais fait une, tu me poserais pas la question. Arrête. Donc déjà, il y a vraiment cet aspect purement crédibilité. Ouais. Sérénité aussi, parce que tu n'es pas serein dans le conseil que tu donnes si tu ne sais pas l'effet qu'il produit. Tu vois. Clairement. Donc, ça crée des gens qui sont anxieux, ça crée des gens qui ne sont pas cool. Et c'est pour ça, des fois, qu'ils réagissent aussi violemment à ce genre d'affirmation. C'est parce qu'ils ne sont pas bien avec ça. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le lien avec le feu sacré dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est des artisans, ça je l'ai dit, mais on est aussi des sportifs. Avant tout, nous sommes des sportifs. Et au final, que tu sois spécialisé poids et haltères ou sport d'endurance ou sport gymnique, c'est pas grave, tu n'as pas la même casquette, tu n'as pas la même sensibilité, tu n'as peut-être pas les mêmes portes d'entrée, mais tu arrives avec le même feu sacré. Tu es un sportif. Tu vois. Et du coup, pour répondre à ta question très précisément, ça nourrit tout. Le fait de produire de l'effort, de stimuler nos hormones, ça dope. C'est ça qui te permet de travailler plus. Croyez-moi bien que mes potes ingénieurs ou cadres sub dans des grands groupes, les mecs qui sont plus sportifs que les coachs dont je parle, là, quand je dis ceux qui ne s'entraînent pas. Les imposteurs. Et qui en plus te disent « Ah mais moi j'ai pas le temps ». Mais t'as pas le temps de quoi? T'as pas le temps de quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'opères à cœur ouvert, la nuit tu vas sauver les gens en collant, c'est quoi? T'as pas le temps? Moi j'ai 3 enfants, j'ai 4 boîtes, 3 jobs, et pourtant je m'entraîne tous les jours. C'est quoi ton histoire? Tu prends pas le temps. On l'adore cette excuse du temps. On l'adore. Pourtant on a tous 24 heures et il y a des gens qui explosent, qui ont une famille à gérer, des projets, qui s'entraînent, qui sont au top de leur forme, et d'autres qui sont à l'opposé mais qui n'ont pas le temps. Et ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. En plus, là où ils se trompent, et s'ils avaient été sportifs, ils le sauraient. Cette heure
Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé de s'entraîner 4 heures par jour, ça va quoi. Non, non, non. Tu prends déjà, tu fais 30 minutes par jour, tu es en forme, c'est très bien déjà. Largement. Ok. Et ben, ces 30 minutes, peut-être qu'elles vont faire que ton heure et demie où tu as ventilé parce que tu n'étais pas ici et maintenant, parce que tu n'avais pas cette adrénaline qui te permettait de te transcender, etc. Et ben, peut-être que cette heure et demie, elle va devenir une heure, tu vas la récupérer, ta demi-heure banane. Donc, entraîne-toi, prends le temps de le faire et cherche les méthodes qui vont correspondre à ton emploi du temps si à un moment donné dans ta vie, tu es vraiment dépassé, parce que ça existe. Il y a des moments où on est vraiment dépassé. Moi, je sais, septembre, octobre et juin, ce sont des mois où j'ai moins le temps de m'entraîner. Je le sais, c'est comme ça. Il suffit de la regarder droit dans les yeux, la vie. Et on voit ce qui se passe. Et ben dans ces moments-là, par exemple, je vais mettre en place un Grease the Groove. Tu vois, c'est un programme russe de Pavel Tatsoulin, D'accord. où toutes les heures maximum ou toutes les demi-heures maximum, tu vas faire 5 reps d'un mouvement de force à 75% de ton max à peu près. Moi, je fais un Turkish Get-Up parce que c'est mon mouvement préféré, donc j'en fais un de chaque côté, bam bam, toutes les 20 minutes. Ben, j'ai pas fait de séance de sport, ça m'a pas pris de temps ça. Je peux même continuer au téléphone en faisant mon Turkish Get-Up. Et à la fin de la journée, ben, j'ai fait 10 séries. Voilà. Et tu te sens bien. Donc, donc il y en a des méthodes, il y en a plein des méthodes qui permettent aussi, tu vois, ils ont, sur ce même protocole-là, il y a une daily dose, ils appellent ça, la dose journalière. Alors ils prennent 2 mouvements, hein, un press kettlebell et un soulevé de terre. Des mouvements d'ensemble qui compensent notre position assise, qui nous permettent de maintenir des niveaux de... Allô? Non, il a surchauffé le téléphone. Un peu dégoûté. L'iPhone a surchauffé, Ah putain. mais je pense que l'enregistrement est toujours là. Ok. Euh, Alors, vidéo. Impossible de démarrer la vidéo. Ok, bon. Il n'y a plus de vidéo pour moi. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, ça a coupé. On disait qu'on pouvait s'entraîner et que le temps n'était pas une bonne excuse. Ouais, et que des options, il y en a plein, et qu'effectivement, on arrive à trouver des solutions pour faire même ne serait-ce que 20 minutes ou 30 minutes de sport chaque jour. C'est quand même pas impossible, et c'est pas incompatible avec une activité professionnelle et familiale débordante. Faut arrêter les excuses. C'est ça. Donc, mettre son ego de côté, quoi. Ne pas se laisser, comment dire, dominer par son ego qui peut nous trouver des excuses à tout va. Et tout simplement passer à l'action, quoi. Passons à l'action Ouais. massivement et arrêtons les excuses. Donc, je voulais continuer cette interview. Aurélien, il te reste un peu de temps? Écoute, je peux encore prendre 5 minutes. 5 minutes. Alors, j'ai 2 Ouais. questions à te poser. Je te les pose maintenant, comme ça tu pourras y répondre. La première, c'était quelle place a l'alimentation dans ton quotidien? Et la deuxième, c'est si tu avais un message à passer à nos auditeurs. Un message, quelque chose qui te tient à cœur. Bah, l'alimentation a une place importante dans mon quotidien parce que d'abord j'aime manger, et ensuite parce que bah, on a besoin de fuel pour accomplir tout ce qu'on accomplit. Donc effectivement, donc moi j'ai pas vraiment de problème de junk food ou de choses comme ça, tu t'en doutes, c'est pas ma grande passion. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, le dérive inverse me gêne un petit peu, c'est-à-dire que les ayatollahs de l'alimentation qui bouffent, qui s'astreignent à une souffrance alimentaire où on devient, où l'aliment ne devient plus qu'un carburant. Je trouve ça un peu dommage parce que bon, on reste des épicuriens, il faut quand même à un moment donné profiter de ce court passage sur Terre. Donc, Clairement. je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux. On contrôle son alimentation, on sait ce qu'on mange et pourquoi, on sait ce qu'on met dans l'assiette et surtout quand. Maintenant, effectivement, j'aime bien bouffer au resto, j'aime bien faire la Profiter, fête, j'aime bien sortir. profiter de la J'aime vie, bien... quoi, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Donc, je me vois pas bouffer de la poudre Non.
de la poudre le midi et puis un poisson sec le soir avec 3 pauvres haricots. À un moment donné, faut kiffer un petit peu. Ouais. Et en même temps, voilà, moi j'ai 38 ans, je n'ai pas de carrière de haut niveau devant moi. Ma seule préoccupation, c'est d'être en forme. Et si on trouve cet équilibre, on peut être en forme tout simplement. Et les gens, je trouve qu'il y a cette croyance qui est beaucoup ancrée. On a tendance à croire qu'il faut vraiment avoir une alimentation stricte, quelque chose de frustrant, alors que c'est pas du tout le cas. Toi, tu peux en témoigner. C'est pareil pour moi. Je me frustre pas. Je mange ce que j'ai envie de manger et pour autant, on est en pleine forme. Et voilà, on profite en même temps. Après, tout est relatif, hein, tout est tellement personnel. Effectivement, des gens qui aiment manger au McDonald's ou qui aiment manger que des frites ou que des sauces, ou effectivement, ils vont être frustrés. Peut-être que ce que moi je décris comme du plaisir, ça les frustrerait. Hein. Là, Ouais. je viens de me faire livrer de mon Deliveroo. Voilà, j'ai une petite salade tomate mozza et des légumes grillés. Je ne sais pas si ça fait kiffer tout le monde. Moi, c'est mon kiff. Tant mieux. Euh, mais, euh, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que oui, tout ce qui est junk food, ça on le sait. Après, voilà, tout n'est pas parfait. J'aime bien boire du soda sans sucre de temps en temps. Voilà. Mmh. On peut aussi s'autoriser deux, trois excès, il ne faut pas exagérer. C'est clair. Maintenant, effectivement, il faut quand même contrôler les apports en sucre, notamment évidemment les sucres rapides, mais aussi les glucides. On mange beaucoup trop de glucides, c'est une évidence. Mmh. Il faut contrôler malgré tout les sodas, même sans sucre, parce que c'est plein d'autres merdes chimiques, et ça on le sait aussi. Maintenant, est-ce qu'il faut dépenser des centaines de milliers d'euros en graines chez Naturalia? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un juste milieu entre les deux. Ouais. Et pour répondre à ta deuxième question, qu'est-ce que je conseillerais, c'est ça? Un message à transmettre aux personnes qui ont écouté cette interview, quelque chose qui te tient à cœur? Eh ben, si vous aimez le sport, que vous soyez coach ou pas coach, acculturez-vous à la chose, parce que c'est pas. D'abord, c'est de la culture générale, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir la physiologie humaine, etc. Mais n'empêche que quand on a 2 ou 3 techniques de mécanique, ben on sait mieux gérer sa voiture, et du coup, on se fait moins enfler par les garagistes. Bon, bah, c'est pareil en sport. Si vous lisez un tout petit peu les manuels qui expliquent simplement comment fonctionne le corps humain, bah, peut-être que vous aurez moins besoin d'aller chez l'ostéo, vous aurez peut-être moins besoin d'aller chez le kiné, moins besoin d'un coach. Vous serez plus autonome, et au final, ça prend que quelques lectures des fois de faire ça. Hein. J'ai le livre, bon, il est en italien, je l'ai reçu aujourd'hui, c'est pour ça, c'est l'art du mouvement, qui est un vrai manuel de gestion du corps humain. Comment je m'automasse, comment je gère des douleurs résiduelles tout seul par la pratique entre guillemets sportive. Comment je tire la quintessence de cette pratique pour que ça devienne une vraie pratique sport santé qui me permette d'aller mieux jour après jour. Yes. Ok. Donc merci Aurélien pour ce message. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci pour cette interview très riche. J'ai passé un très bon moment avec toi. Eh ben, c'est un grand plaisir partagé. Écoute, va mettre ton iPhone au frigo. De suite, j'y vais. Tu vois, je suis en Ouais, il plein faut lui faire soleil. du pré-cooling et du post-cooling aussi à l'iPhone. Ouais, aussi, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je continue de te suivre. Je continue de suivre tes formations, de suivre tes bouquins et j'espère pouvoir te rencontrer un jour. Et, Ce sera avec grand plaisir. et voilà, merci encore. On se tient au courant, Aurélien. Et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté cette interview. Donc, passez une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.